3 drones sont abattus en 6 minutes au-dessus du Burkina Faso et le silence retombe. Dans un pays souvent décrit comme sous-équipé et relégué aux marges, l'interception ne raconte pas seulement une performance. Elle marque le moment où un ciel surveillé cesse d'être un décor passif, où des trajectoires de métal deviennent des signaux politiques et où la vulnérabilité se transforme en ressource stratégique à force d'observation, de recoupement et de coordination. Qu'est-ce que cela implique pour vous lorsqu'Ibrahim Traoré choisit de répondre plutôt que de subir? Et si cette nuit déplaçait la frontière du possible? Cette vidéo promet une lecture claire d'un épisode souvent réduit à un fait divers technique. Elle explique pourquoi l'interception rapide n'est pas une fin en soi, mais un signal sur la manière dont un État à capacité limitée peut apprendre, s'ajuster et imposer un coup à l'intrusion. En 10 minutes, vous saurez distinguer ce qui relève du hasard de ce qui traduit une coordination émergente et comprendre les enjeux concrets pour la sécurité aérienne, l'économie locale et la perception régionale. Les enjeux sont élevés. Une réponse mal interprétée nourrit l'escalade. Une réponse sous-estimée entretient la vulnérabilité. Entre ces deux risques, le Burkina Faso cherche une ligne de crête, défendre sans provoquer, apprendre sans s'exposer. Cette promesse repose sur des éléments vérifiables, des comparaisons avant/après et des témoignages concordants, sans extrapolation gratuite. L'objectif n'est pas de célébrer, mais d'évaluer froidement ce que change cette nuit pour les institutions, les opérateurs et les citoyens aujourd'hui et dans les mois à venir. Dans ce cadre, l'analyse privilégie la prudence, la méthode et la cohérence des signaux observés dans le temps récent. Mini-révélation d'emblée. L'interception n'a pas été improvisée, elle s'inscrit dans une séquence lisible. En moins d'une semaine, des signaux faibles se sont alignés jusqu'à produire une réponse coordonnée et un chiffre suffit à comprendre le basculement. 3 appareils neutralisés en 6 minutes. Ce cadre oblige à regarder au-delà de l'instant. Les premiers indices apparaissent sous forme de trajectoires hésitantes, perçues comme anecdotiques par certains observateurs. Puis viennent des écarts minimes dans les fréquences radar, trop faibles pour alerter seuls, mais suffisamment récurrents pour attirer l'attention des opérateurs. Enfin, des témoignages convergents depuis des zones éloignées dessinent une répétition, un motif. Pris isolément, chaque fragment pourrait être négligé. Ensemble, ils composent une progression. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'affronte pas un événement unique, mais une dynamique. La lecture change. Il ne s'agit plus de savoir si un drone survole le territoire, mais de comprendre pourquoi des routes similaires reviennent, pourquoi les altitudes varient, pourquoi le silence succède à des bourdonnements précis. Le pays, longtemps décrit comme invisible sur les radars internationaux, découvre qu'il est observé avec méthode. Le décor institutionnel compte. Les radars sont anciens, les équipes réduites, la coordination imparfaite. Pourtant, la contrainte agit comme un filtre. Elle pousse à croiser les sources, à comparer avant et après, à donner du poids aux répétitions plutôt qu'aux pics spectaculaires. C'est cette discipline qui transforme l'alerte en compréhension. La question n'est donc pas comment 3 drones ont été abattus, mais comment une chaîne de signaux faibles a cessé d'être ignorée. La réponse se trouve dans cette bascule silencieuse où l'attention collective devient un outil stratégique. Deux figures discrètes structurent les premières conséquences de cette séquence: les opérateurs de terrain et les ingénieurs chargés de maintenir des équipements fatigués. Leurs rôles ne sont pas visibles, mais leur récit éclaire l'impact immédiat de la bascule. Sur les avant-postes, les soldats décrivent des lumières erratiques, des trajectoires lentes puis soudain plus nerveuses. Ils apprennent à distinguer le vent d'une intention, à reconnaître une répétition là où il n'y avait que du bruit. Dans les centres techniques,
Les ingénieurs observent les écrans réagir par micro-écarts. Des lignes tremblent, disparaissent, réapparaissent. Ces variations insignifiantes quelques jours plus tôt deviennent avec des indices. L'attention se déplace. Moins d'attente d'une alerte franche, plus de lecture du rythme. Cette adaptation change les pratiques quotidiennes, oblige à consigner, comparer, discuter. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de jonction plutôt qu'un décideur isolé. Il relie ses observations fragmentées, donne un cadre commun et autorise la montée en vigilance. L'impact est immédiat. Les équipes cessent de travailler en silo. Les relevés circulent d'un aiguille plus vite, les témoignages sont pris au sérieux. Sans nouvelles technologies spectaculaires, l'organisation gagne en densité. Le so what est concret. Quand l'attention devient collective, le risque recule sans disparaître. Ce déplacement précoce modifie la manière d'habiter le ciel, avant même l'interception finale. Avant l'escalade, la présence des drones paraît intermittente, un point lumineux, puis rien. Les nuits se succèdent sans schéma évident, laissant croire à des essais isolés ou à des survols sans intention claire. Les unités notent, classent, doutent, les radars anciens réagissent panique par à coup. L'hypothèse dominante reste prudente. Observer encore, éviter une surinterprétation. Le ciel demeure un espace fragile, parcouru de murmures que beaucoup jugent réversibles. Puis le rythme change, les passages deviennent plus fréquents, les altitudes varient, les trajectoires se resserrent autour de zones sensibles. Ce qui ressemblait à une anomalie se transforme en répétition. Les soldats sur le terrain signalent des retours sur les mêmes segments. Les techniciens remarquent des écarts similaires dans les fréquences. La progression devient lisible, première approche, premier ajustement, puis tentative de pénétration. Le temps de l'hésitation se réduit. La tension monte encore lorsqu'un drone adopte une vitesse anormalement élevée. Un second suit une route comparable. Un troisième tente une échappée vers le sud. La séquence n'est plus théorique. Elle impose un basculement opérationnel. Les postes se coordonnent. Les relevés sont superposés. Les heures, les angles, les silences sont comparés. Le territoire réagit comme un seul organisme en alerte. C'est à ce moment que la décision s'accélère. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réponse cesse d'être défensive au sens passif. Elle devient active, structurée, assumée. Les ordres circulent avec précision. Les équipes au sol se positionnent. Les signaux sont verrouillés. Chaque acteur sait ce qu'il doit observer et transmettre. La coordination remplace l'attente. L'opération se joue vite. En moins de 6 minutes, les trois appareils sont neutralisés. Le ciel retrouve un silence dense, presque lourd. La comparaison s'impose d'elle-même: avant, un pays scruté; après, un pays qui répond. Ce retournement n'est pas seulement militaire. Il marque la fin d'un cycle où l'intrusion pouvait s'étirer sans coup immédiat. Les heures suivantes confirment la portée de l'événement. Les équipes reviennent sur la chronologie, identifient les points de bascule, notent ce qui a fonctionné et ce qui reste fragile. La rapidité de l'interception n'efface pas les limites matérielles, mais elle révèle une capacité nouvelle: transformer des signaux faibles en actions cohérentes. La discipline, plus que la technologie, apparaît comme le facteur décisif. Le avant et le après ne se mesurent pas seulement en drones abattus. Ils se lisent dans l'organisation, dans la confiance entre eux et acteurs, dans la certitude que l'inaction n'est plus la seule option. Cette séquence condensée et intense constitue le cœur du basculement stratégique. Avant la réponse coordonnée, les relevés ne livraient que des signaux épars. Après recalibrage, ils dessinent une progression mesurable. Trois valeurs suffisent à comprendre le changement d'état: 2000 mètres, 1500 mètres, 1800 mètres.
Ne sont pas spectaculaires en elles-mêmes, mais leur enchaînement raconte une adaptation adverse et une lecture locale devenue plus fine. Le premier drone est détecté à 2000 mètres. Interprétation, altitude d'observation prudente, test de couverture sans prise de risque immédiate. Cette hauteur correspond à une phase de reconnaissance où l'appareil cherche à cartographier sans déclencher d'alerte franche. La répétition de cette altitude, relevée sur plusieurs passages, installe l'hypothèse d'une méthode plutôt que d'un hasard. Le second apparaît à 1500 mètres. Interprétation, descente calculée pour réduire la signature, contournement des seuils classiques. Cette baisse n'est pas aléatoire. Elle intervient après l'ajustement des radars, signe d'une tentative d'évasion. La variation, lue isolément, pourrait sembler anodine. Comparée au premier palier, elle devient un indice d'apprentissage de l'intrus. Le troisième est intercepté à 1800 mètres. Interprétation, altitude intermédiaire lors d'une fuite, compromis entre vitesse et discrétion. Cette valeur clôt la séquence. Elle traduit une manœuvre de sortie déclenchée quand la couverture se resserre. L'ensemble forme un triptyque lisible. Observer haut, tenter bas, s'extraire au milieu. Ces chiffres prennent sens par la comparaison avant/après. Avant, les radars anciens absorbaient ces variations comme du bruit. Après recalibrage, les mêmes écarts déclenchent des alertes corrélées à des témoignages au sol. La donnée brute ne décide pas, la cohérence décide. Les équipes apprennent à lire des motifs plutôt que des pics, des trajectoires plutôt que des points. La valeur probante réside aussi dans la répétition. Les trois altitudes convergent vers des zones sensibles identiques, décrivant des boucles comparables. Cette constance exclut l'accident et renforce l'hypothèse d'une cartographie progressive. Elle explique pourquoi la décision ne repose pas sur un seul signal, mais sur l'accumulation ordonnée de variations modestes. Ibrahim Traoré valide cette lecture non par un effet d'annonce, mais par l'alignement des sources. Les chiffres sont confrontés au récit des postes avancés, aux heures de passage, au silence entre deux détections. La quantification devient un langage commun entre techniciens et unités de terrain, réduisant l'incertitude opérationnelle. La leçon est méthodologique. Limiter les chiffres, les expliquer, puis les comparer dans le temps. Cette discipline transforme des équipements contraints en systèmes apprenants. La preuve quantitative n'est pas une fin, elle sert de socle à l'anticipation, condition nécessaire pour que la prochaine variation ne soit pas subie mais comprise. Deux critiques structurées émergent après l'opération, chacune cherchant à tester la solidité de la riposte. La première soutient que l'interception de trois drones relève davantage d'une conjoncture favorable que d'une capacité durable. Selon cette thèse, les appareils neutralisés n'auraient pas déployé des modes avancés de furtivité ni des algorithmes d'évitement plus agressifs. La réussite serait donc contingente. Face à une technologie plus sophistiquée, la défense locale serait rapidement dépassée. Cette lecture invite à la prudence et rappelle les limites matérielles persistantes. La seconde critique avance que l'amélioration observée n'est qu'un sursaut d'urgence. Les radars recalibrés auraient gagné en sensibilité sur une courte période, sans garantie de stabilité. Dans ce raisonnement, l'apprentissage serait fragile, dépendant de quelques individus clés et exposés à l'usure des équipements. Une pression répétée, plus dense ou plus silencieuse, finirait par saturer le dispositif. L'argument est cohérent. La durabilité exige des ressources que le pays ne possède pas toujours. Ces deux thèses méritent d'être prises au sérieux. Elles évitent l'autosatisfaction et rappellent sans que l'interception ne clôt rien. Pourtant, une réponse symétrique se dessine lorsqu'on observe les faits dans leur enchaînement. La coordination
n'a pas reposé sur un coup isolé, mais sur une accumulation de lectures concordantes. Les trajectoires répétées, les variations d'altitude et la corrélation avec des témoignages au sol indiquent une capacité d'apprentissage déjà engagée. Le point décisif n'est pas la sophistication technologique, mais l'alignement organisationnel. Les équipes ont appris à comparer plutôt qu'à attendre, à relier plutôt qu'à isoler. Cette dynamique réduit l'avantage de la surprise, même face à des moyens supérieurs. Elle ne supprime pas le risque, mais elle en augmente le coût pour l'intrus. Dans cette perspective, l'intervention d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. Elle ne nie pas les limites, elle institutionnalise une méthode. La défense devient un processus évolutif capable d'intégrer des échecs partiels et d'ajuster ses seuils. Les critiques soulignent ce qui manque. La réponse montre ce qui a commencé. La conclusion intermédiaire est sobre. La réussite n'est ni un miracle ni un hasard pur. C'est le produit d'une discipline naissante, encore vulnérable, mais déjà observable. La question pertinente n'est donc pas de savoir si la prochaine intrusion sera plus complexe, mais si l'apprentissage collectif sera entretenu à la même cadence. Cette phrase marque le point médian de l'histoire, là où la lecture change de nature. Jusqu'ici, l'attention portait sur des capacités techniques et des enchaînements tactiques. Désormais, l'enjeu devient structurel. La surveillance cesse d'être unilatérale. La neutralisation rapide ne révèle pas seulement une défense active, elle expose une architecture de vigilance en train de se constituer. Le basculement tient à un détail souvent négligé. Les drones, par leur trajectoire répétée, ont involontairement cartographié les priorités du pays. Mais la réponse coordonnée a fait l'inverse. Elle a révélé que ces priorités pouvaient être protégées. Cette symétrie change l'équation. Observer implique désormais un risque mesuré. Ibrahim Traoré incarne ce moment non comme symbole, mais comme point d'articulation. Il comprend que l'interception n'est pas un aboutissement, mais un signal envoyé à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, elle aligne les acteurs autour d'une méthode. À l'extérieur, elle indique que le ciel burkinabé n'est plus un espace permissif. Ce reveal redéfinit la suite. La question n'est plus de savoir si l'intrusion était réelle, mais quelles conséquences concrètes cette rupture impose aux institutions, à l'économie et aux relations régionales. À partir de là, chaque effet devient lisible comme une onde, partant de cette nuit silencieuse vers des domaines bien plus larges. Les effets de l'interception se déploient en cascade, touchant des sphères distinctes mais interdépendantes. L'événement cesse d'être un fait militaire pour devenir un révélateur de transformations concrètes, lisibles à 4 niveaux. Niveau national. Dans les jours qui suivent, les récits circulent rapidement. Dans les villages comme dans les centres urbains, la neutralisation des drones est perçue comme une rupture symbolique avec un sentiment d'impuissance accumulée. Cette perception n'est pas naïve, elle s'accompagne d'une vigilance accrue. Si le ciel a pu être contesté une fois, il pourrait l'être encore. Mais l'idée nouvelle est que c'est là. La réponse est possible. Cette confiance prudente modifie le rapport quotidien à la sécurité sans basculer dans l'euphorie. Dimension militaire. Pour les unités engagées, l'effet est immédiat. Leur rôle s'élargit. Signaler ne suffit plus. Il faut interpréter et coordonner. Les échanges entre postes avancés, ingénieurs, opérateurs radars deviennent plus fluides. La réussite en 6 minutes agit comme une preuve interne que la discipline et la méthode peuvent compenser des limites matérielles. Cette cohésion devient une ressource stratégique appelée à durer au-delà de l'incident. Économie et développement. Des zones auparavant jugées vulnérables, axes logistiques, sites industriels, infrastructures sensibles, gagnent une visibilité nouvelle. Sécuriser le ciel revient à sécuriser l'activité.
Des responsables locaux réévaluent les priorités de protection, conscients que l'intrusion aérienne révèle autant des failles économiques que militaires. L'épisode pousse à penser la sécurité comme un prérequis au développement et non comme un coût isolé. Dimension régionale et internationale. Dans le Sahel, les analyses évoluent. La rapidité de l'interception oblige à revoir certaines hiérarchies implicites entre observateurs et observés. Des puissances extérieures intègrent l'idée qu'une organisation patiente et alignée peut imposer un coût à des dispositifs technologiques avancés. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un vecteur de repositionnement, non par un discours, mais par un fait mesuré. L'effet final n'est pas la destruction de 3 drones, mais le déplacement des lignes de perception. Le Burkina Faso montre que son ciel n'est plus un espace neutre. Cette prise de conscience collective transforme un incident ponctuel en référence durable, avec des implications qui dépassent largement la nuit de l'interception. À partir de cette rupture, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture conditionnels, utiles pour penser l'après, sans surestimer l'événement. Scénario de base. Le Burkina Faso consolide l'existant. Les radars recalibrés sont maintenus, les procédures harmonisées, la coordination entre postes avancés et centres techniques devient routinière. Cette voie privilégie la stabilité, absorber les apprentissages récents, réduire les angles morts, éviter les décisions précipitées. Si ce scénario limite les risques d'escalade, il suppose une vigilance constante pour que l'élan ne s'émousse pas avec le temps. Scénario optimiste. L'interception sert de catalyseur. Les autorités investissent dans la formation d'opérateurs spécialisés, renforcent les circuits d'alerte et élargissent la couverture territoriale par étapes. Une coopération régionale ciblée pourrait émerger, fondée sur l'échange de méthodes plutôt que sur des démonstrations de force. Dans cette hypothèse, la discipline organisationnelle observée devient un avantage comparatif durable. Scénario pessimiste. Les acteurs extérieurs adaptent leurs pratiques, des appareils plus discrets, des trajectoires moins répétitives ou des pressions indirectes compliquent la lecture du ciel. Le dispositif local, s'il n'est pas entretenu, risque de s'essouffler. La menace devient plus diffuse, moins visible, augmentant le coût cognitif de la vigilance. Ce scénario teste la résilience institutionnelle plus que la technologie. Une recommandation de méthode s'impose, quel que soit le chemin. Si la lecture des signaux reste comparative et collective, alors l'anticipation progresse. Si elle redevient fragmentée, alors la surprise revient. Ibrahim Traoré se trouve ici face à une équation simple dans sa formulation, exigeante dans sa mise en œuvre. Maintenir l'apprentissage comme priorité stratégique, indépendamment des pressions et des cycles politiques. À ce stade, les conséquences cessent d'être abstraites et rejoignent l'expérience quotidienne. Pour de nombreux citoyens, l'épisode des drones agit comme un révélateur. Le ciel, longtemps perçu comme lointain, devient un espace partagé, porteur de responsabilités. Cette prise de conscience ne se traduit pas par une alerte permanente, mais par une attention nouvelle aux signes inhabituels, aux répétitions, au silence. Pour les jeunes générations, l'événement a une portée particulière. Il montre qu'un pays aux moyens limités peut apprendre vite et imposer une contrainte à des dispositifs plus sophistiqués. Cette idée nourrit une forme de confiance pragmatique, éloignée du triomphalisme. Elle invite à penser la compétence comme un processus, non comme un état figé. Pour les acteurs économiques locaux, la lecture change également. Sécuriser le ciel n'est plus seulement une affaire militaire, c'est une condition de prévisibilité. Les axes de transport, les zones d'activité et les infrastructures critiques dépendent d'un environnement perçu comme maîtrisé. L'interception
devient ainsi un signal indirect pour l'investissement et la continuité des activités. Du côté des administrations locales, l'épisode souligne l'importance des relais civils. Plusieurs anomalies avaient été remarquées sur le terrain avant d'être confirmées techniquement. Cela suggère un rôle possible pour des circuits d'alerte simples, accessibles, capables de relier observations quotidiennes et dispositifs institutionnels sans surcharge. Deux gestes modestes émergent de cette lecture. D'abord, prêter attention aux répétitions plutôt qu'aux événements isolés. Ensuite, partager l'information pertinente, même incomplète, pour nourrir une compréhension collective. Ces actions ne remplacent pas les capacités techniques, mais elles en augmentent l'efficacité. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure lointaine que comme un point de convergence. La sécurité aérienne cesse d'être un domaine réservé, elle devient un enjeu partagé où chacun peut contribuer par la vigilance et la cohérence. Transformer une victoire tactique en orientation durable suppose une trajectoire claire, découpée en étapes vérifiables. L'objectif n'est pas d'ajouter des couches complexes, mais de stabiliser ce qui a fonctionné et de réduire la dépendance à l'urgence. Étape 1, renforcer la détection locale. Les radars recalibrés constituent un socle à condition d'un entretien régulier. Un cycle simple de vérification, d'ajustement et de simulation permet de maintenir la sensibilité acquise sans investissement lourd. La mesure se fait par la constance des alertes corrélées dans le temps. Étape 2. Former des opérateurs spécialisés. Les événements ont montré que l'interprétation est décisive. Des formations courtes, centrées sur la lecture des altitudes, des ruptures de trajectoires et des variations de fréquence, augmentent la précision collective. Le critère d'évaluation reste la réduction des faux positifs. Étape 3. Intégrer les sources civiles et militaires. Plusieurs signaux ont d'abord été observés sur le terrain. Des circuits d'alerte simplifiés, reliant postes avancés et centres techniques, limitent la perte d'informations. L'indicateur clé est le temps de transmission entre observation et analyse. Étape 4, harmoniser la réponse. Des protocoles unifiés permettent aux unités d'agir selon un schéma commun en cas d'intrusion. Cette cohérence réduit les hésitations et accélère la décision. Le suivi porte sur la clarté des rôles et la répétition des exercices. Étape 5, institutionnaliser l'apprentissage. Chaque incident, même mineur, alimente une base de retour d'expérience. Cette mémoire opérationnelle empêche le retour à l'aveuglement. Dans cette logique, Ibrahim Traoré privilégie la continuité à l'effet d'annonce. La souveraineté aérienne devient un processus mesuré, où chaque amélioration est testée, évaluée et ajustée dans le temps. Lorsque la tension retombe, un détail demeure dans les mémoires, ces lignes tremblantes sur les écrans radars, longtemps perçues comme un défaut technique. Elles étaient des dés faciles à ignorer, faciles à balayer comme du bruit. Pourtant, ce sont elles qui ont porté les premiers indices, celles que les opérateurs ont appris à lire, à comparer, à relier patiemment. Le motif fragile devient alors un symbole discret de la transformation. Les soldats des avant-postes et les ingénieurs des centres techniques partagent cette même image. Ils se souviennent des nuits où chaque vibration semblait anodine, puis de celles où la répétition a pris sens. Ce passage, du doute à la compréhension, n'a rien de spectaculaire. Il repose sur l'attention, la discipline et la confiance entre acteurs qui jusque-là travaillaient souvent séparément. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité. Il n'incarne pas un geste unique, mais une décision de ne plus détourner le regard. Le ciel cesse d'être un décor abstrait pour devenir un espace lisible, interprétable, défendable. La souveraineté se construit ici moins par la force que par la capacité à reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne s'imposent. La phrase qui reste est simple, presque austère.
Le ciel se lit avant de se défendre. Elle résume l'essentiel de cette séquence. Une nation qui apprend à observer son horizon construit une stabilité silencieuse, faite de vigilance partagée plutôt que de démonstrations ponctuelles. À mesure que l'épisode s'éloigne, il laisse une question ouverte plutôt qu'une conclusion fermée. Le Burkina Faso a montré qu'un ciel pouvait cesser d'être un angle mort, mais maintenir cette vigilance dans la durée pose un défi collectif. La souveraineté aérienne ne repose pas uniquement sur des radars ou des décisions centrales. Elle dépend aussi de la manière dont une société accepte de prêter attention, de partager l'information et de comprendre les signaux faibles. Dans cette perspective, le rôle des citoyens, des administrations locales et des observateurs extérieurs devient complémentaire. Chacun perçoit une facette différente du même espace. Lorsque ces perceptions restent isolées, elles s'éteignent. Lorsqu'elles sont mises en commun, elles forment une lecture plus robuste. C'est cette logique qui a permis la bascule, et c'est elle qui conditionne sa continuité. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de départ, non comme un point final. La question qui demeure n'est pas celle d'un exploit passé, mais celle d'un apprentissage à entretenir. Comment éviter que l'attention ne retombe? Comment transformer un moment de lucidité en culture durable sans céder à la crispation ni à l'oubli? Ce récit invite donc à la discussion plutôt qu'à l'adhésion. Quelle forme de vigilance vous semble réaliste dans le temps long? Quels signaux méritent d'être partagés et par qui? En ouvrant cet espace de réflexion, l'enjeu dépasse l'événement pour rejoindre une interrogation plus large sur la manière dont une communauté choisit de regarder son propre horizon.